Bonsoir à toutes et à tous. Les pays du Sud pensent les solutions aux problèmes actuels du monde à leur façon et selon leur prisme de lecture. Ils entendent faire tonner une troisième voie à l'ère des défis planétaires comme les changements climatiques pour des solutions adaptées à leur niveau de développement. Les mathématiciens et physiciens de ces États en ont discuté hier à la troisième journée de leur colloque en cours au Palais des Congrès de Cotonou. Depuis ce lundi, fil conducteur des échanges, une communication du secrétaire général de l'Organisation de coopération sud. Des bourses aux étudiants en master, doctorat et de jeunes entrepreneurs à former en agriculture pour révolutionner ce secteur dans leurs différents pays. Le projet dénommé PAF Conduit voit le jour pour outiller ces jeunes aux technologies de pointe de l'agriculture de précision. Le lancement a eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi hier. Professeur Éléonore Yaïnan-Descamps à l'Université nationale d'agriculture de Sakété, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité le site de construction des infrastructures de ce pôle de formation et de recherche. Le point de sa descente est à suivre. Le colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie, démarré lundi dernier, se poursuit au Palais des Congrès de Cotonou. La troisième journée des travaux a été marquée par une communication du secrétaire général de l'Organisation de coopération du Sud sur la théorie de la troisième voie. Le point de ces 3 jours de réflexion avec Hugues Vignibé. Que l'on appelle aujourd'hui du Sud global. C'est la troisième journée du colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie. Au cours de cette étape, les experts en mathématiques venus de divers horizons ont eu droit à un exposé du secrétaire général de l'Organisation de coopération du Sud sur la théorie de la troisième voie. Il s'agit d'une organisation intergouvernementale fondée par des pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Dans l'ère du changement climatique, nous savons que les modèles de développement dominants qui sont venus du Nord ont fracassé. Et aujourd'hui, il incombe à nos pays du Sud, qui sont à l'avant-garde de ce combat contre le changement climatique et de ces aspirations à une prospérité durable et équitable pour nos peuples, de travailler ensemble pour construire une troisième voie qui sera non seulement bénéfique pour nos pays, mais aussi pour le monde. Au terme de la journée, le président du comité d'organisation dresse un bilan positif des 3 jours de travaux. Nous avons entendu et appris beaucoup de choses sur les derniers développements obtenus dans les différents travaux de recherche en mathématiques et en physique. Et on est allé très, très loin parce que vous savez aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'intelligence artificielle. Ici, nous avons parlé de la théorie quantique qui est en fait l'une des théories qui va révolutionner davantage l'intelligence artificielle avec la naissance des ordinateurs quantiques. Et ici, nous avons énormément développé ces concepts. On a su à peu près où est-ce qu'on en est au niveau de la théorie quantique. Les travaux du colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie, dont le but est de partager et d'échanger autour des dernières découvertes en la matière, prennent fin vendredi prochain. On parle à présent de l'agriculture de précision. Qu'en est-il réellement ? Eh bien, un projet dénommé PAF est lancé à l'université d'Abomey-Calavi pour sa vulgarisation en Afrique. Financé par l'Union européenne, sa mise en œuvre va permettre de former des étudiants inscrits en master, en thèse de doctorat et d'autres jeunes entrepreneurs du domaine. Plusieurs universités du continent accompagnent cette initiative qui, à terme, va révolutionner le secteur agricole dans les pays concernés. Teddy Goudalo pour le compte-rendu de la cérémonie de lancement. À travers cette séance de présentation, ces étudiants prennent connaissance du contenu du programme de mobilité intra-africaine, renforcement des capacités des jeunes scientifiques africains à l'agriculture de précision grâce à la mobilité académique interrégionale pour un système agroalimentaire amélioré et intelligent face au climat, en abrégé
PAF. Le projet PAF, qui se concentre fondamentalement sur la mobilité des apprenants, s'est fixé comme objectif de lever un certain nombre de contraintes de l'agriculture afin d'accroître la productivité et assurer la sécurité alimentaire en Afrique. Ce projet de mobilité intra-africaine incarne les valeurs fondamentales de l'Union européenne. À travers ces bourses, nous offrons aux jeunes chercheurs et praticiens béninois africains ayant reçu des formations en sciences agronomiques et ou en sciences informatiques l'opportunité unique d'acquérir des compétences avancées en agriculture de précision dans ces institutions de renommée internationale et vivre les réalités culturelles de leur continent. C'est un projet que remporte l'Université d'Abomey-Calavi à travers l'unité de génétique, biotechnologie et sciences des semences. Il vise à former 32 étudiants en master, 12 doctorants, 10 personnes des universités et 10 autres jeunes étudiants en entrepreneuriat sur les thématiques relatives à l'agriculture de précision. L'agriculture de précision est une approche moderne de la gestion des exploitations agricoles qui utilise des technologies avancées. Elle permet de maximiser les rendements, de réduire les coûts, de minimiser l'impact environnemental en adaptant précisément les pratiques agricoles aux besoins spécifiques des cultures et des sols. Chers partenaires du consortium PAF, à travers votre initiative, vous donnez un bel exemple de l'importance de la collaboration pour aider nos pays à réduire le manque de ressources humaines de qualité. Et grâce à ce nouveau programme, des étudiants qui seront issus de votre formation seront en mesure de mener des recherches efficaces adaptées aux besoins de nos communautés. Plusieurs partenaires accompagnent la mise en œuvre de ce projet prévu pour durer 3 ans. Il s'agit de l'Institut Agro Montpellier en France, les universités polytechniques Mohamed VI du Maroc, Capcos du Ghana, l'Université du Rwanda et celle d'Eswatini. C'est bientôt la fin des travaux du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Le coordonnateur du projet est descendu dans les quartiers Akpakpa-Dodoma et Vedoko-Setovi avec une forte délégation hier. Le lot numéro 1 du projet spécifique a été provisoirement réceptionné. Les travaux ont été financés, précision, par la Banque mondiale. Esther Tofa. Et ce plan d'assainissement, vraiment, c'est un joyau pour nous et nous devons la sauvegarder. Nous avons fait des pavés jusqu'au quartier Jacques et encore un grand caniveau, comme le collecteur d'eau. Et vraiment, je tiens à féliciter le gouvernement et surtout le président. C'est un soulagement pour la population de Cotonou. Ces travaux qui ont duré plus de 2 années ont pour objectif principal de réduire le risque d'inondation dans la ville. Il s'agit des travaux du lot 1 d'un projet particulier inclus dans le programme d'assainissement pluvial PAPC. Total, dans le cadre de ce marché exécuté par l'entreprise HNRB, il a été aménagé 8,5 km de voies pavées. Nous avons construit 1,6 km de collecteurs donc d'ouvrages de drainage primaire et réalisé un bassin de rétention d'une capacité de stockage de 105 000 m3 d'eau. Collecteur d'assainissement pluvial, pavage de rues, aménagement d'espaces verts, reboisement et éclairage. Voilà entre autres travaux dont a bénéficié le quartier Enagno à Akpakpa-Dodoma, un des quartiers parcourus par la délégation de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT et ses partenaires. À Vedoko en particulier, nous avons fait des aménagements similaires, mais ce qu'il y a de particulier ici, c'est qu'il y a un bassin de rétention qui a été réalisé. C'est un ouvrage tampon dans lequel les collecteurs jettent leurs eaux. Il y a un stockage temporaire et progressivement les eaux stockées dans ce bassin de
rétention sont lâchés vers le lac Nokwe. Un élément qui n'a pu aller au terme. Les focus group travaillant à l'élaboration de la vision Bénin 2060 sont en formation. Une quarantaine d'animateurs assistent à ce renforcement de capacité, leur permettant de mener à bien la collecte des perceptions et aspirations des Béninois résidents et ceux de la diaspora. Cette opération constitue une étape cruciale dans le processus de construction de la vision 2060. Les travaux en cours depuis hier au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale s'étendent sur 3 jours. Ingrid Day. Venus de tous les départements du Bénin, ces animateurs reçoivent ici les techniques nécessaires pouvant leur permettre de conduire efficacement les focus group de discussion. Il s'agit de la collecte des perceptions et aspirations des Béninois résidents et ceux de la diaspora. Cette opération cruciale, inscrite dans la feuille de route retenue pour la mise en œuvre de l'élaboration de la vision Bénin 2060, passe par 3 modes de collecte. Le premier, c'est la réalisation d'enquêtes auprès des ménages qui couvrira 1900 individus. Le deuxième, c'est la réalisation des focus group de discussion auprès des groupes socio-professionnels, culturels, la réalisation et les interviews auprès des experts et leaders nationaux, qui au total, on vise 308 focus group qui couvrira plus de 700 individus. Et enfin, une enquête en ligne auprès des Béninois résidents et de la diaspora afin de permettre à tous les Béninois de donner leur perception de notre pays depuis 2000 et les aspirations du Bénin dont ils rêvent d'ici 2060. 42 au total, ils ont été minutieusement sélectionnés sur environ 500 candidatures reçues pour constituer la base de consultation pour la réalisation des études et des focus group du processus de formulation de la vision 2060. L'année 2060 étant choisie comme horizon pour projeter le développement souhaité du Bénin 100 ans après son indépendance. Votre rôle en tant qu'agent animateur de focus group de discussion est essentiel, car vous faciliterez les discussions qui permettront de collecter et de recueillir les voix diverses et riches de notre société. La vision Bénin 2060 n'est pas seulement un exercice pour consolider notre système national de planification. C'est aussi un engagement envers l'avenir de notre pays afin de le faire rayonner à l'horizon 2060. Au terme de cette formation, planifiée sur 3 jours, 34 animateurs seront retenus et déployés sur l'ensemble du territoire national dès le 22 juillet prochain afin de procéder à la collecte des perceptions et aspirations des Béninois. Le service affaires économiques et marchandes d'Abomey-Calavi, sous la tutelle du maire de la commune, relance le processus de changement de l'uniforme des conducteurs de taxi-moto éminents de la ville. Ceci après 2 réunions d'étape tenues avec les différents acteurs impliqués dans ce processus. Une initiative mise en route depuis le premier maire de la commune d'Abomey-Calavi et poursuivie par ses différents successeurs, mais qui n'a jamais prospéré. Que comprendre du processus et quels sont les différents objectifs visés? Je vous propose ici les explications du chef service affaires économiques et marchandes d'Abomey-Calavi, Ignace Soglo, tel qu'expliqué à Candidon Eto. Dans l'Atlantique, il n'y a que Abomey-Calavi seul qui n'est pas son uniforme. Cotonou, tout le monde sait que c'est le jaune et c'est identique à Cotonou. La secrétaire exécutive d'Abomey-Calavi, Madame Karine Olakitan Laourou, a défini avec ses directeurs techniques, je voulais nommer le directeur des affaires administratives et financières, en l'occurrence, un plan stratégique de mobilisation des ressources. Et dans ce plan stratégique de mobilisation des ressources, le secteur, un point d'orgue
a été mis sur le secteur de Tassimoto, communément appelé Sémidjan. Et donc, nous avons fait des réunions d'étape avec les différents acteurs, les parties prenantes dans cette réorganisation, si je peux m'exprimer ainsi, pour définir un planning de mise en œuvre pour que ceux qui viennent dans la commune d'Abomey-Calavi en tant que Zémidjan puissent être identifiés facilement à travers le port de la tenue uniforme qui est le vert citron. Le premier objectif, c'est d'éviter la fuite des recettes générées par le secteur des Zémidjans vers la commune sœur de Cotonou. Nous voulons corriger cet état de choses pour que nos ressources puissent rester dans nos caisses. Le deuxième objectif, je l'ai dit tantôt, c'est la sécurité. C'est la sécurité des biens et des personnes. Il est arrivé que des conducteurs de Zémidjan à qui les bonnes dames qui s'échinent à s'acheter des marchandises et qu'on leur confie, ils disparaissent dans la nature et sont introuvables. Avec notre registre, on peut les retracer facilement, puisque chaque Zémidjan a dans notre registre ici un identifiant et il a sa photo dans le registre. Donc, facilement, son domicile, sa pièce d'identité, tout est là. Donc, facilement, on peut retracer et puis mettre la main sur lui pour qu'il réponde de son forfait. Le troisième objectif, qui n'est qu'une résultante des deux premiers objectifs que j'ai cités tantôt, c'est la mobilisation des ressources. Et voilà. Retour au troisième degré de l'éducation. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était cette semaine en visite sur le site de construction de l'Université nationale d'agriculture à Sakété. L'objectif était de présenter à la communauté de cette université les infrastructures à construire bientôt et à ériger pour accueillir et former des étudiants, le point de la descente. L'Université nationale d'agriculture qu'abrite la commune de Sakété sera bientôt dotée d'infrastructures normes pour son bon fonctionnement. Cette descente du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur le site vise à présenter à la communauté de cette université les différentes infrastructures qui seront érigées sur financement de la BADEA et du gouvernement béninois. Le projet va être réalisé sur 16 000 m² ici à Sakété. Les principales composantes, on peut déjà citer le rectorat, qui a une superficie de 3045 m². Il y aura un bloc laboratoire pour un peu moins de 1300 m². Le bloc administratif avec 1211 m². Un bloc pédagogique de près de 2600 m². L'infirmerie, il y a une infirmerie existante, mais on va construire une nouvelle infirmerie au nombre pour 180 m². Et surtout un restaurant universitaire de près de 700 m². Et un bloc résidentiel, donc des résidences pour les étudiants de plus de 7000 m². D'une valeur de 8,5 milliards de francs CFA, ce projet permettra de doter l'UNA d'infrastructures de pointe pour l'accueil et la formation des étudiants. Je partage avec vous, mesdames et messieurs, vos difficultés, monsieur le recteur, que les étudiants, les apprenants qui, à la découverte de l'école et des ordres de formation, s'inscrivent, viennent, et puis après, vous les perdez. Simplement parce qu'ils viennent et ils se rendent compte de l'état des lieux et ils préfèrent, même s'ils sont boursiers, ils préfèrent abandonner leur bourse et aller ailleurs. Cela traduit simplement que le cadre n'est pas suffisamment incitatif pour permettre aux apprenants de venir. Et c'est un manque à gagner que vous partagez sérieusement avec nous. Parce qu'une université, c'est un grand pôle de développement. Ce sont ces préoccupations qui sont prises en compte à travers ce programme, de sorte que, nous tournions cette page. Que ces infrastructures de l'Université d'agriculture soient réalisées au plus vite, c'est le souhait du maire de Sakété qui rassure de la disponibilité de son conseil communal
à accompagner davantage le projet. Nous voudrons également vous rassurer que les 100 hectares que nous avons mis à disposition pour la construction des infrastructures pour le compte de l'Université nationale d'agriculture ici à Sakété sont véritablement disponibles et toutes les infrastructures utiles qui seraient érigées sont les bienvenues. Autorités rectorales et étudiants ont aussi exposé leurs attentes par rapport à ce projet et ont reçu les assurances du ministre Eleonore Ladekan-Yahi. Si vous avez en projet de visiter l'Okossa, vous serez désormais accueilli à l'entrée de la ville par un portique. L'ouvrage est un don des organisateurs de la fête identitaire Nonvikwe avec un appui financier du Conseil économique et social. Et avant l'implantation de ce portique, il a été officiellement remis aux membres du conseil communal de la ville de l'Okossa en présence des représentants du vice-président de l'institution constitutionnelle. Retour ici sur les images de cette cérémonie de réception officielle avec Narcisse Alossé. Quand on dit l'économie, la culture, le social, le Conseil économique et social est là. Et ici à l'Okossa, la présence de l'institution de l'État accouche d'un outil de visibilité pour la ville. Un portique dont elle a contribué à la réalisation. Et le bras opérationnel, c'est l'Union des associations de développement de la commune de l'Okossa qui avait sollicité le soutien du Conseil économique et social pour l'organisation de la fête identitaire dénommée Nonvikwe. Il n'y a pas de développement sans l'intervention et la contribution de la population, n'est-ce pas? Ici, à l'Okossa, nous voyons une expérience particulière. Les associations de développement se sont mises ensemble dans une union. C'est déjà alloué. C'est rare dans d'autres contrées, sous d'autres cieux, de voir les différentes associations de développement se mettre ensemble. Du coup, le CES n'a pas hésité à porter sa caution à cet exemple de bon voisinage qui participe aujourd'hui à l'embellissement du chef-lieu du département du Mono. L'enseigne, fruit de cet appui de l'institution étatique, sera implantée à l'entrée de la ville pour permettre à tout visiteur de savoir qu'il est dans la cité de l'Espérance. En l'absence du maire de l'Okossa, l'ouvrage a été réceptionné par le secrétaire exécutif de la commune. Au nom du maire de la commune de l'Okossa, au nom du conseil communal qu'il préside, nous vous disons merci pour ce portique. Le portique, en réalité, va rehausser l'image de la commune de l'Okossa. Et ce portique va souhaiter également la bienvenue à tous les visiteurs de l'Okossa et leur dire « Miaouezon ». Et je dirais également aux représentants du président par intérim que nous avons également beaucoup de besoins. On ne va pas cesser d'envoyer encore des demandes de soutien parce que nous avons intérêt à impacter le social dans la commune de l'Okossa. Et saisissant la balle au bond, les émissaires du vice-président du Conseil économique et social ont réaffirmé leur volonté d'être toujours aux côtés de l'Union des associations de développement de la commune de l'Okossa, surtout pour des actions sociales qui vont impacter les populations. Retour à Cotonou, Conrad Baguidi vient d'être élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite du Bénin, citoyen modèle et dévoué au développement communal et national. Le haut conseiller à la République a été honoré à l'occasion d'une cérémonie rehaussée par un parterre de personnalités. Il reçoit la distinction comme une prime à l'engagement au profit des populations dans les communautés et une invite à un maintien de cette dynamique. La cérémonie en images avec Marlène Azinongwe. C'est par ce geste que Conrad Baguidi reçoit cette distinction. Par lettre numéro 129 VPR /Gécombe /SA /SOCT du 11 juillet 2024, avons reçu M. Baguidi Conrad Jean Mauriac, conseiller à la 6e mandature du Conseil économique et social, nommé et promu par décret numéro 2024-974 du 31 mai 2024, commandeur de l'Ordre national du Bénin. Désormais commandeur de l'Ordre national du mérite,
Conrad Beguidi est depuis 2020 le président du bureau exécutif national de l'Association pour le développement de la commune de Savalou. Il est aussi conseiller à la 6e mandature du Conseil économique et social. Nanti de plusieurs diplômes, Conrad Beguidi est identifié comme un citoyen responsable, engagé et très proche de la population par son engagement au plan social, concourant à l'épanouissement des populations. Tout citoyen béninois qui a compris qu'il faut agir pour sa nation et ne rien attendre est un vrai développeur. Et c'est ce que nous allons, tout au long de l'engagement qui nous restera à faire après cette étape-là, nous évertuer à partager comme valeur. Construire une nation, ce n'est pas que le fait d'un président de la République, ce n'est pas que le fait d'un gouvernement, ce n'est pas que le fait d'institutions, mais c'est le fait de tous. Lorsque on est désigné pour faire partie de ceux à qui la reconnaissance est donnée, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et ce plaisir-là, je voudrais donc que vous partagiez cela avec moi, parce que peut-être que c'est aussi le symbole que nous pouvons renvoyer à chacun de nos confrères, donc à toute la population, pour que nous soyons nombreux, et chacun le fait. Ce n'est pas parce qu'on a été distingué qu'on est les seuls à travailler. Beaucoup de gens travaillent. Et nous devons continuer ainsi pour que, au-delà des institutions, que chacun de nous puisse participer à la construction du pays. À travers cet acte, Conrad Beguidi devient un modèle désigné par la société dont les qualités peuvent inspirer la jeune génération. Les félicitations du président de la République, grand maître de l'ordre national reçu à cette occasion, sont pour lui un motif pour se dévouer davantage à sa nation. Religion pour clore cette édition, Muharram, le nouvel an musulman, bat son plein déjà à Djougou depuis le signe donné suivant le calendrier lunaire. Pour accueillir cette nouvelle année avec enthousiasme, Sa Majesté Issoufou Pétoni Kodassis et les membres de sa cour royale ont organisé un rituel fort simple mais symbolique. Ils ont procédé au lancer du fer dans la forêt de Kilir avant de rejoindre la cour du Palais Royal pour les manifestations folkloriques. Les détails avec Abdou Sahabi Idrissou. C'est une sortie nocturne assez rare qu'effectue Sa Majesté Issoufou Pétoni Kodassis. Elle n'intervient qu'une fois l'an, quelques semaines après la célébration de la Tabaski. Pour la circonstance et conformément à la tradition, le roi de Djougou, entouré d'un collège de dignitaires et garant de la tradition, se dirige nuitamment vers la forêt sacrée de Kilir. Une fois sur place, le roi va procéder au lancer du feu. Il s'agit d'une pratique ancestrale qui paraît banale, mais chargée d'histoire. Par ce geste, les manifestations folkloriques entrant dans le cadre de la célébration de la nouvelle année du calendrier lunaire, Muharram, peuvent démarrer. Au son des tam-tams, le roi de retour de la forêt se fait astucieusement laver ses membres supérieurs et inférieurs. Nous sommes en train de célébrer la nouvelle année. Oui, ce que nous venons de faire dans la forêt, c'est le rituel que le roi a le devoir de rentrer dans la forêt sacrée et de prier pour son royaume, pour le peuple de son royaume et pour tout le Bénin. Dans la forêt sacrée de Kilir, le roi fait le jeu du feu ensemble avec sa cour royale. Et avant que ce jeu de feu ne se fasse, il y a des prières qui se font là-bas. Très admiratif et attentif, Sa Majesté Issoufou Pétoni Kodassis suit quelques dignitaires qui esquissent les pas de danse au milieu d'une foule anonyme qui exulte.
Cette célébration trouve-t-elle un fondement dans le Saint-Coran? L'islamologue tchèque Mohamed Sadissou répond. Est-ce que cette fête de Ashura, cette fête de jeu de feu là, a une connotation religieuse ou non? À mon humble avis, si le prophète est allé jusqu'à même gêner par rapport à cette fête, moi je crois plutôt que cette fête-là a une connotation religieuse. Mais vous allez trouver des gens qui vous diront non, oh, c'est la tradition, c'est non. Feu en main, avec le même engouement, les populations fortement mobilisées ont aussi convergé vers le vestibule de la cour traditionnelle de justice de Bas-Parapé. Ici également, les différentes étapes de cette célébration sont respectées. En somme, la nouvelle année du calendrier légirien vient ainsi de s'installer avec son cortège de manifestations à travers la ville de Djougou. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 22h30.